Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de la Gemara Ta'anit Baruch Hashem. On est au Davav Amud Aleph, à la 6e page au recto. Vous pouvez suivre ensemble plus tard. Alors, très rapidement, ce qu'on avait vu la semaine dernière au He Amud Bet, on avait vu que Shmuel, il était vieux. Alors qu'on disait non, il y a un problème parce qu'il est mort relativement jeune, à une cinquantaine d'années, il me semble. Qui se rappelle pourquoi est-ce qu'on disait que justement Shmuel, il était vieux? Il y avait tout un... C'est Hachem qui a, comment dire, qui a fait en sorte qu'il devienne plus vieux de manière prédestinée pour que ce soit David qui prenne sa place en tant que roi. Kalakavod. Alors en réalité, David, il devait devenir roi. Mais Shaoul, il était roi et il avait été oint par Shmuel. Et Shmuel, il a dit à Kadosh Baruch, tu ne vas pas faire mourir le roi que j'ai oint pendant que je suis vivant. Mais on devait faire entrer David en tant que roi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait vieillir Shmuel, comme ça Shmuel allait pouvoir mourir pour ensuite pouvoir faire entrer David juste après la mort de Shmuel. Ensuite, on avait vu plusieurs choses assez sympathiques, comme on avait vu différents en fait, enseignements de même Rabbanim, sont des divers enseignements différents les uns des autres. On avait vu par exemple qu'il ne faut pas parler durant un repas, parce qu'on sait qu'on a deux tuyaux dans la gorge, un qui permet de respirer, l'autre d'avaler. Et si on parle pendant un repas, on risque de faire passer de la nourriture par le tuyau par lequel on respire, et donc, Shalom, ça pourrait se boucher et c'est pour ça qu'on pourrait avoir un étouffement. Voilà, on avait parlé de Rachav, qui était une femme particulière. On avait parlé de... Vous avez vu comment j'arrive à passer rapidement les choses? Et, euh, et voilà, grosso modo, on va continuer. Après, on avait vu des bénédictions qu'il avait fait. Il a dit, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux que je te bénisse alors que tu es un grand maître. Il a dit que tes fruits soient aussi doux que toi. En fait, on bénit la postérité en bénissant d'avoir des bons enfants dans la Torah et bien sages, Bezrat Hashem. Bon, alors, on se trouve à Vav Amud Bet. On est à la 4e ligne en haut de la page, juste après les 2 points. Les 2 points qui, toujours, bien entendu, signifient qu'on vient de clore un sujet. Vav Amud Aleph. Ou 2 points, exactement. Tavresh Tanu Rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire Tanu Rabanan? Nos sages ont enseigné. Et ils ont enseigné dans une braïta. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez avant, on avait parlé il y a un ou deux cours de Yoré ou Malkosh. Est-ce que vous vous souvenez de ce à quoi ça signifie? Exactement. Exactement. Yoré, c'est la pluie qui va commencer une saison, et Malkosh, c'est la pluie qui va terminer la saison. Alors, on va justement s'intéresser un peu plus à ça. Donc, Tanora Banan, nos sages, ils ont dit dans une braïta, Yoré, que la première pluie d'une saison, ça s'appelle Yoré. Chez Moré et Taberiot, parce qu'elle l'instruit. Moré, c'est le verbe instruire, donc Yoré, c'est le verbe conjugué. Elle instruit les gens. Parce qu'elle instruit les gens, de la nécessité d'enduire leur toit pour prévenir les infiltrations d'eau, ou et de faire rentrer leurs fruits, excusez-moi, leurs fruits, après les avoir laissés sécher dans les champs, et la sod kol et de vaquer à tous leurs besoins pour préparer l'hiver. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle Yoré? Parce que c'est la première pluie, et en réalité, c'est une pluie avant-gardiste. C'est une pluie qui va arriver pour dire à tout le monde, oh, attention, maintenant on rentre dans une nouvelle saison, alors il faut que vous commencez à rentrer vos fruits, vous avez laissé sécher dehors. Il faut que vous allez commencer à enduire vos toits parce qu'il va y avoir de la pluie qui va rentrer et donc vous risquez d'avoir des infiltrations d'eau. Et il faut que vous fassiez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vous préparer à l'hiver. C'est pour ça que ça s'appelle Yoré, c'est pour nous prévenir, nous dire ce qu'il faut faire en avance. Davar acher, c'est-à-dire quoi Davar acher? Autre explication, exactement. On va donner une autre explication. Chez Meravé et Etaretz, ça s'appelle Yoré parce qu'elle l'abreuve, Meravé,
et arrête la terre. Mais arrête, ça veut dire abreuver, c'est la même racine que yoré. Donc pourquoi yoré? Parce qu'elle abreuve la terre. Ou mashka ad teom, et elle l'arrose en profondeur, chez Neymar, comme il est dit. En abreuvant, c'est le verbe braver, donc toujours la même racine qu'on utilise pour dire abreuver. En abreuvant ces sillons, tu satisfais ces troupes de personnes, d'averses, tu adoucis la terre, ces plantes, tu les bénis. On va avoir encore une autre explication de pourquoi ça s'appelle yoré. Davaracher, yoré, chez yored benachat, parce qu'elle tombe doucement. Veino yoré bezav, elle ne tombe pas violemment. Alors, yoré, là, c'est dans le Inyan de justement, on a un verset qui nous dit Divrei chachamim benachat nishmaim. Et on a cette idée que justement, yoré, c'est la douceur, c'est gentiment, etc. Et donc, pourquoi ça s'appelle yoré? Parce que les premières pluies sont toujours douces. D'ailleurs, on voit qu'elles sont douces parce que juste avant la première explication, on avait dit elles viennent pour nous instruire, pour nous dire préparez-vous à l'hiver. Parce que si les premières pluies, elles étaient dures, comme ça serait au plein milieu d'hiver, alors elles ne nous instruiraient pas. Elles nous donneraient un gros gros sur la tête et on doit vite se dépêcher pour faire les choses. Donc, on voit que vraiment, on retrouve même deux explications comme quoi elles étaient vraiment douces. De une, grâce à une troisième explication, et de deux, la première explication, on voit qu'elles sont forcément douces parce que doucement, elles viennent nous dire attention, l'hiver arrive, commencez à vous préparer. En quoi yoré, ça veut dire oui, il y a une question de. Alors, on voit dans Rabbi Scroll, yoré, c'est dérivé de yéré qui veut dire instruire. Donc, comme l'instruction, qui doit être, quand tu instruis quelqu'un, tu dois toujours le faire calmement, comme le dit le verset d'Ivrei Chachamim Menachem Nishmaim, les paroles de sage se font entendre calmement, alors yoré aussi, ça doit tomber calmement. Ok? Et on a même une autre thèse qui vient étayer cette explication. Tu fais dériver le mot yoré cette fois de yaré. Ça veut dire lancer ou décocher, comme une flèche. Et donc, les pluies de yoré, ils imitent le vent d'une flèche parce qu'elles tombent à pic au bon moment sans dévier. Et donc, elles ne sont pas accompagnées parce qu'elles ne sont pas accompagnées de vents puissants. Elles arrivent pile poil au bon moment. Donc ça, bon, on n'est plus dans le Inyan de la douceur, mais c'est aussi encore une autre explication que Rachid nous donne sur yoré. OK? Alors, on avait supposé jusque-là que les pluies de yoré, elles étaient bénéfiques pour la terre, pour nous, etc. Mais, bien entendu, comme on est dans la Gemara, alors on va remettre ça en cause en disant que très certainement qu'en réalité, peut-être qu'elles sont nuisibles. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'elles sont bénéfiques? Alors, mais peut-être que le verset, il appelle cette pluie yoré uniquement parce qu'elle provoque la chute. Alors là, yoré, ça viendrait du mot yaro yirave, qui veut dire il sera vivement jeté à bas. On voit ça dans les psukim. Ou bien yorechet, un lancer de flèche qui lui aussi est destructeur. Destructeur, excusez-moi. Non, destructif, ça se dit. Donc, Stam dit oui, tu dis que yoré, tu as fait plusieurs digressions en disant ça vient pour dire la douceur et tout. Mais non, yoré, en dérivant, en mettant d'autres voyelles, c'est aussi le même verbe qu'on utilise lorsque la flèche va s'abattre sur quelque chose, donc c'est destructeur. Et ça vient aussi nous dire, on a aussi un passage qui dit Yaro Yare sera vivement jeté par terre. Donc on voit qu'en réalité, le mot yoré, il y a aussi une mauvaise connotation de puissance, de jeter, de détruire. Alors très certainement qu'en réalité, le mot yoré, il a été utilisé parce que ça provoque la chute des fruits qui sont suspendus aux arbres. C'est justement tous les fruits comme les grenades, les figues, les cédras qui sont encore sur les arbres à cette période de l'année et qui sont tardifs parce qu'ils auraient dû tomber, alors avec cette pluie-là, ils vont tomber. Donc on utilise yoré en réalité pour dire ça et non pas la douceur. Et d'ailleurs aussi, Umashtif et à Ezraïm, et ça emporte les graines, Umashtif et à Ilanot, et ça emporte aussi les arbres. Donc selon cette vision des choses, en réalité, yoré, c'est pour définir quelque chose de destructeur et non pas de doux et de bénéfique.
Mais on va rejeter cette explication en disant Talmud Lomar, c'est pour ça que la Gemara, la Torah nous a dit Malkosh, que les dernières pluies, elles s'appellent Makosh. Et Ma Malkosh Bracha, tout comme Malkosh, les dernières pluies, elle est destinée à la bracha, à la bénédiction, parce qu'elle ne pourrait pas être une pluie néfaste, parce qu'elle tombe au début du printemps, alors que les granges, elles ne sont même pas encore pleines, ni les arbres chargés de fruits. Donc forcément, Akadosh Baruch Hu, il nous l'a envoyé pour la bracha, pas pour détruire toutes nos récoltes et nous arrêter au milieu de notre travail. Donc de même que Malkosh, c'est censé être pour la bénédiction, Afturé di bracha, alors il y aurait aussi, ça doit être pour la bracha, parce que les deux vont ensemble. Tu ne vas pas en avoir une qui va tout te détruire, pour ensuite en avoir une qui va tout te bénir, pour ensuite avoir l'autre qui revient et te détruit tout. Non, ça ne rime à rien. Elles sont ensemble, donc soit les deux sont de bracha, soit les deux sont de klala, de malédiction. Alors là, mais ça va que les deux sont de bracha, parce qu'on voit que Makosh, c'est de bracha. Mais bien entendu, comme on est de Gemara, alors maintenant on va supposer que non, Malkosh, ce n'est pas de la bracha, c'est de la klala, c'est de la destruction. Eino Malkosh est là chez ma fille, est abatim. Mais peut-être qu'en réalité, Malkosh, on appelle Malkosh juste parce que ça fait abattre les maisons. Ça brise les arbres, mais elle est à Tasakaim et ça soulève les criquets. Ouais, Sakaim, c'est une espèce de criquet qu'on retrouve dans le Chumash. Et donc, pourquoi ça s'appellerait Malkosh? Parce que ça fait mal et caché, qui est pénible. Donc, mal, ça veut dire fauché, et kosh, ça veut dire pénible. Et donc, pourquoi on a utilisé les exemples de abattre les maisons, brise les arbres et soulève les criquets? Parce qu'en utilisant le mot mal, qui veut dire fauché, ça fauche les arbres et les maisons, et caché et pénible, pour dire que, justement, il va y avoir les criquets qui vont venir et soulever le grain. Donc, de là, on verrait qu'en réalité, en décomposant le mot malkosh, ça présage quelque chose de négatif. Donc, si Malkosh est négatif, alors il y aurait aussi sur les négatifs. Donc, maintenant, la question, c'est de savoir si ce couple de mots, c'est de la bracha ou ce couple de mots, c'est de la klala. OK? Et on a des arguments pour et on a des arguments contre. Mais il y a marqué dans la Gemara, Talmud Lomar, Yoré. Et justement, on a appelé les premières pluies Yoré. Ma Yoré li bracha, tout comme Yoré, elle est de la bracha, Af Malkosh li bracha. Alors Malkosh aussi c'est de la bracha, sauf que là on ne comprend pas. Oui, mais d'où tu supposes que Yoré c'est de la bracha? On a montré juste avant que tu pouvais décomposer le mot et en le transformant justement en un mot qui n'est pas bénéfique, en disant que ça provoque la chute, Yoré. Alors d'où tu me dis que finalement Yoré c'est de la bracha? Parce que mais Yoré, Gofé Menalan, et Yoré lui-même, d'où est-ce qu'on sait qu'il est bénéfique? Dirtiv, parce qu'en réalité, il a marqué dans Yoel, fils de Tzion, soyez allègres et réjouissez-vous en Hachem votre Dieu, qui n'atteint lachem et amoré l'itzdaka, car il vous a donné le Yoré en tzedaka, en charité. On va traduire ça. Et donc, de là, on voit que si Akadosh Baruch Hu, il nous a donné du Yoré en Tzedaka, s'il nous l'a donné en charité, s'il nous le donne en charité, ça veut dire que c'est une bracha. Non. Je ne vais pas te donner quelque chose en charité, je ne vais pas te donner des coups de bâton en charité. Marqué Nathan est amoré ou Nathan est Yoré? Amoré, mais moré et yoré, ça revient au même mot. C'est comme yeler et ce sont des conjugaisons. En général, quand ça commence par un yud, tu le transformes en même lorsque tu vas commencer à. Amoré, c'est vraiment, c'est pas le verbe, c'est un nom. Il t'a donné amoré. Oui, mais yoré, je sais. Il t'a donné le maître. Ouais. C'est le gars, et là, c'est Yoré. Ouais, alors il y a le Radak qui nous précise que justement moré, c'est une autre forme de yoré. Mais très bonne réflexion. Donc, juste pour finir, parce que Yored Lachem Geshem Moré au Malkosh Barishon, ce qu'on nous dit, il a fait tomber pour vous la pluie, Yoré au Malkosh le premier mois. Et donc on voit que on met bien le couple ensemble, comme on l'a dit. Donc, soit les deux c'est bracha, soit les deux c'est klala. Mais étant donné qu'on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé en tzedaka, en charité, du yoré,
De là, on voit que Yoré, c'est de la bracha en réalité. Malcoche. Et Malkosh, Bah, non, comme on a dit justement qu'on a supposé que c'était une klala, mais étant donné que les deux vont ensemble, soit les deux c'est une bracha, soit les deux c'est une klala. Alors, on n'était pas sûr pour les deux s'ils étaient klala ou bracha. Et maintenant qu'on a un passou qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné Yoré en Tzedaka, alors forcément c'est bracha. Et si Yoré il est bracha, alors Malkosh aussi il sera bracha. Ok? On va avoir une braïta qui va aiguiser ça. Tanoura Banan. On voit dans une braïta. Yoré bemar cheshvan. Yoré, ça tombe en mar cheshvan. On a déjà vu ça dans le mois de cheshvan. Malkosh ben Nissan. Malkosh, ça va tomber en Nissan. Ata Omer Yoré bemar cheshvan. Malkosh ben Nissan. Et tu dis que Yoré tombera en mar cheshvan et Malkosh en Nissan. Ou bien peut-être qu'en réalité on ne va pas faire ça. Là, Yoré betishri au Malkosh beiyar. Mais peut-être que Yoré, ça va plutôt tomber en Tishri. Et Malkosh, ça va tomber en Iyar. Pourquoi? Parce qu'en Iyar, tu as les épis et les tiges de céréales qui sont toujours dehors, comme nous dit Rashi, parce que les champs, ils n'ont pas été encore moissonnés. Donc, même la pluie qui va tomber à un moment aussi tardif de l'année, elle pourrait s'appeler Malkosh, parce que de toute façon, Malkosh, c'est Mélila et Cache. Mélila sont les épis et Cache, ce sont les tiges. Et donc, ça va être la pluie qui va tomber sur les épis et les tiges. Donc, quand est-ce que ça tombe Malkosh? Au moment où il y a encore les épis et les tiges dehors. Et donc, normalement, ça devrait être jusqu'au mois de Nissan, mais on voit qu'en réalité, au mois de Iyar, il peut toujours y avoir des épis qui sont dehors parce qu'on n'a pas fini le champ. Alors, dans ce cas-là, étant donné qu'il y a de la pluie qui tombe sur les épis, on a dit que Malkosh c'était la pluie qui tombait sur les épis, alors fais jusqu'au moment où ça continue de tomber, donc fais au mois de Iyar. Vous m'avez suivi ou je la reprends? Ça va? Et donc, comment on sait si finalement ça va tomber en Nissan ou en Iyar? Talmud Lomar Beito. C'est pour ça que la Torah, elle nous dit en son temps opportun. Donc, ça veut dire que ça va venir au moment où c'est le plus opportun, où c'est le plus propice. Certes, en Iyar, il reste des épis, il reste des graines dehors, mais ce n'est pas toutes les graines et ça ne va pas être le moment où la pluie va être la plus opportun pour les récoltes. Alors, c'est quoi le moment le plus opportun? Ça va être Marcheshvan et Nissan. Et c'est pour ça qu'on considère que Malkosh, ça va être les pluies qui vont tomber au mois de Nissan. OK? Maintenant, on va s'intéresser un peu plus au mot de Malkosh parce qu'on n'a pas arrêté, comme il y aurait, de le diviser dans tous les sens. Malkosh, c'est quoi la racine du mot Malkosh? D'où ça vient? Amar Ramneilai Baridi, Amar Shmuel, Ramneilai Baridi, il a dit au nom de Shmuel, Davar Shemal Kashiyutehem Shem Israël. Quelque chose exige, ça se dit mal en hébreu, la rigidité, qui se dit Koshi, d'Israël. Comme nous dit Rashi, lorsqu'on voit que les dernières précipitations elles ne sont pas tombées, alors le peuple il va commencer à jeûner et à implorer à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'en réalité on dit Rachimal Kashtayel El Israël. Mal, c'est le début de Malkosh. Et Kashutehem, on retire tous les suffixes, ça fait Koshish. Donc ça fait Malkosh lorsqu'on met les deux ensemble. Et donc, c'est quelque chose qui exige la rigidité d'Israël. Deve Rabbi Ishmael Tana, dans la yeshiva de Rabbi Israël, on a enseigné une braïta, d'avoir chez Malé Tevoa Bekashia, quelque chose qui emplit les tiges de grain. Alors, emplir, ça se dit malé, et les tiges, ça se dit cache. Donc là, on retrouve encore le malkosh. Bematznita Tane, et dans une braïta, on voit d'avoir chez Yored Amelilot vers la Kaashim, quelque chose qui descend sur les épis, comme on a vu, épis, on dit ça Melila, et les tiges qui se disent cache. Donc, ça, on essaye de trouver d'où ça vient malkosh, et on a vu qu'en réalité, donc c'est la jonction de deux mots, mal et kosh, ou koshi, ou caché, et on a vu que ça pouvait avoir justement différentes explications par rapport à la même fonction qu'il va faire au final, parce que c'est toujours tomber sur les épis
ou bien par rapport à la rigidité d'Israël qui va avoir et devoir pleurer à Kadosh Baruch Hu s'ils n'ont pas les dernières pluies, ou bien, encore une fois, voilà, quelque chose qui emplit les tiges de grain. OK? Donc, par toutes ces conjonctions de mots, on revient toujours à la même idée, et c'est ça ce qui nous explique d'où on a sorti le mot Malkosh, c'est une conjonction de deux choses. Tanoura Banan, on va dans une braïta. On va un tout petit peu vite sur ces sujets, parce qu'en réalité, c'est plus technique, c'est plus lexical, donc ce n'est pas forcément le plaisir intellectuel qu'on a l'habitude d'avoir. Tanoura Banan, on va dans une braïta. Yoré b'macheshvan makosh benissan. Ce qu'on a vu juste avant, on a dit que Yoré, ça va tomber en Marcheshvan et Malkosh, ça va tomber au mois de Nissan. Ata Yoré Marcheshvan. Tu dis que Yoré, ça va tomber en Marcheshvan, de Malkosh Nissan et Malkosh en Nissan. Oeno, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Et là, Chodesh Kislev. Mais plutôt que Yoré va tomber en Chodesh Kislev, au début du mois de Kislev. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah nous dit Beito Yoré au Makosh. En son temps opportun, Yoré au Makosh vont tomber. Et Ma Malkosh Beito, de même que Malkosh, ça va tomber en son temps opportun, qui est le mois de Nissan, comme on l'a vu juste avant. Af Yoré Beito, de même Yoré, ça va tomber dans son moment opportun, qui est Marcheshvan. Kevan chez Yassan, Nissan, Yerdu, Geshamim, Enot, Siman Bracha. Si la pluie elle tombe après que le mois de Nissan ne soit écoulé, on a vu que ce n'était pas, justement, ce n'est pas un signe de bénédiction. On avait vu ça. Parce que la pluie doit s'arrêter au mois de Nissan pour permettre aux grains de commencer à pousser, de prendre du soleil, etc. Et donc, si ça continue, c'est une malédiction. Et Tanya Idar, on voit aussi dans une autre braïta, Yoré Marcheshvat chez Makol ben Nissan, toujours la même chose. Yoré, ça va tomber en Marcheshvat et Malkosh en Nissan. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Vechachamim omri, mais les sages nous disent Yoré be Kislev. Yoré, ça va tomber en Kislev. Ah, c'est bizarre. Là, on a un nouveau truc. On a les Chachamim qui arrivent et qui sont cholek. C'est-à-dire quoi être cholek? Partager. Ah oui, ça se traduit par partager. D'ailleurs, c'est très poétique de dire partager. Parce qu'en fait, ils ne partagent pas l'idée des autres. Ils sont cholek, ça veut dire qu'ils sont. Eux, exactement, ils sont divergents. Ils sont cholek, c'est. Comment on va dire ça? Un Rav pense quelque chose. En opposition. En opposition, ouais. Voilà. Non. Alors, c'est une marloquette, mais quand on est face aux Chachamim, c'est la majorité qui l'emporte, donc c'est toujours les Chachamim. Parce qu'en fait, les Chachamim, c'est tout le reste des Rabbanim. Ce n'est pas juste un groupe comme ça. Tu peux être. Non, le groupe change, parce que si tu es en marloquette contre Rabbi Meir, en fait, tu vas avoir, entre guillemets, tout le monde sauf Rabbi Meir dans le groupe Chachamim. Si une fois, c'est une marloquette contre Rabbi Yehuda, alors cette fois, Rabbi Meir va faire partie des Chachamim contre Rabbi Yehuda. OK? C'est pas juste un groupe comme ça et qui parfois est en marloquette avec lui, parfois avec lui. Donc là, ils sont cholkim en nous disant que Yoré, ça va tomber en Kislev, au mois de Kislev. Alors que nous, on avait dit que Yoré, ça va tomber quand? Kol HaKavod, Marcheshvan. Man Chachamim, c'est qui les sages? Amar Rapriza, il dit Rabbi Yosei, c'est Rabbi Yossi. Détania, parce qu'on voit dans une braïta, Ezoi Revia Rishona, quel est le moment des premières pluies? Parce qu'en réalité, Yoré, ça consiste en 3 chutes de pluie qu'on appelle chacune Revia. On va voir ça plus tard dans le, si Dieu veut, dans le certain moment aussi. La première pluie, quoi. Exactement. Ce n'est pas juste la première pluie, ce sont les premières pluies qui tombent. Et donc, on voit que ça se divise en 3 moments, donc 3 pluies différentes. Donc, on dit, c'est quoi le moment des premières pluies? Abkira Bishlosha be Marcheshvan. Les premières pluies, elles viennent le 3 du mois de Marcheshvan. Benonit Beshivabo. Les secondes pluies, elles viennent le 7 de Marcheshvan. Afila Beshiva Asarbo. Et les dernières pluies tombent le 17 de Marcheshvan. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit Beshiva ou Beshiva Asar Besrim Shlosha. Les premières pluies, elles tombent le 7 du Marcheshvan, les deuxièmes le 17 et les troisièmes le 23.
Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, il nous dit, Meshiva Asar ve'aztim shlosha berosh chodesh kislev. Il nous dit que les premières, elles tombent le 17 Marcheshvan, puis le 23, puis Rosh Chodesh Kislev. Il y a Rabbi Yossi Omer, et voici ce qu'avait l'habitude de dire Rabbi Yossi. Donc là, déjà, on voit que Rabbi Yossi, il pense que les dernières pluies tombent au début du mois de Kislev, à Rosh Chodesh Kislev. Donc c'est à lui que correspond l'opinion qu'on a citée avant, parce qu'on avait dit que les Chachamim pensaient que ça tombait en Kislev. Et le seul dont on sait qu'il pensait que ça tombait en Kislev, c'est Rabbi Yossi qui pense que les troisièmes pluies, elles tombent en Kislev. Et Rabbi Yossi, il avait coutume de dire les hommes pieux, ils ne commencent pas à jeûner Rosh Chodesh Kislev, jusqu'à l'arrivée de Rosh Chodesh Kislev. Justement, on n'a pas le droit de jeûner pour les pluies lorsqu'il n'y a pas de pluie, seulement si Rosh Chodesh Kislev est passé. Parce que Rosh Chodesh Kislev, c'est la dernière date selon les avis de tout le monde, parce que Rabbi Yossi, c'est celui qui est le plus lent dans le temps. Et donc, il dit qu'il faut vraiment attendre Rosh Chodesh Kislev. Si on n'a pas eu de pluie à Rosh Chodesh Kislev, alors là, oui, il y a vraiment un problème parce qu'on n'a eu aucune pluie. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à Rosh Chodesh Kislev, il y a toujours une possibilité d'avoir ces pluies-là. Et donc, on ne peut pas commencer à jeûner. Donc, on va fixer la halakha maintenant. Amar Rav Chizda, il nous dit halakha qui est Rabbi Yossi. La halakha, elle est comme Rabbi Yossi. Alors, c'est ce qu'on a vu avant. Rabbi Yossi, là, il représente Chachamim. On a dit que toujours, si tu as une marloquette entre Chachamim et un Yachid et une seule personne, c'est les Chachamim qui vont gagner. C'est la supériorité. Donc, halakha qui est Rabbi Yossi. La halakha, elle est comme Rabbi Yossi. Ameimar, maintenant, il est de Rav Chizda Be'al Lishna. Ameimar, il a enseigné le propos de Rav Chizda en disant, en citant justement une Mishnah qu'on verra si tu veux dans 4 dapim, au daf Yud Amud Aleph. La Mishnah, elle nous dit le 3 du mois de Marcheshvan, on va demander les pluies, parce que c'est le moment où justement les pluies, elles sont attendues pour commencer à tomber. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel il nous dit on commence le 7 Marcheshvan et non pas le 3. Amar Rav Chizda, et à propos de cette discussion, Rav Chizda, il a dit halakha qui est Rabban Gamliel. La halakha, elle est comme Rabban Gamliel. Juste une seconde. Voilà. Et donc, on voit que Rav Chizda, il est d'accord avec Rabban Gamliel, qui est d'accord avec Rabbi Yehuda, qu'on a vu dans la Braïta juste avant. Extraordinaire. Keman Asla Adetania. La Braïta qu'on va citer, elle suit l'avis de qui? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit Geshamim Shiyardu Shiva Yamim Ze Achar Ze. Si la pluie est tombée pendant 7 jours consécutifs, Atamone Baem Rivia Rishona ou Shnia ou Shlishit. Tu peux la considérer comme une combinaison des premières et des secondes pluies. C'est beau. Et aussi des troisièmes pluies. Si, normalement, on a dit qu'il devait y avoir 3 pluies. Ça doit tomber un jour, puis 3 jours après, ou quelque chose comme ça dépend des opinions, puis encore 3 jours après. Là, on dit que si, pendant une semaine, tous les jours, il y a eu les pluies qui sont tombées, considère que c'est comme si tu avais eu les 3 moments de pluie qui sont arrivés au même moment. Keman, c'est l'opinion de qui? Qui est Rabbi Yossi. C'est l'opinion de Rabbi Yossi. Rav Chizda, il nous dit halakha qui est Rabbi Yossi. La halakha, elle est comme Rabbi Yossi. Parce que justement, laissez-moi voir quelque chose d'extraordinaire. La halakha, elle est comme Rabbi Yossi. Et donc, on attend Yoré le 17, le 23 et Rosh Chodesh qui se lève. Je check juste un truc. Génial, magnifique. Tout va bien? Pas trop technique? Ça va. Bon, on a un peu moins de Haggadah et de kiff comme les autres dapim, mais ça va, il faut faire aussi un petit peu de technique et de comparer les opinions.
Alors maintenant, on va voir un peu les implications anarchiques que ça va avoir, justement. Le fait de séparer ces trois précipitations dans ces dates-là. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on s'en fiche un petit peu que ça tombe le premier March Rejvan, le 3 et le 6, ou bien que ça tombe le 17, le 23 et le premier. Parce que ça nous change en réalité. On ne va pas attendre la pluie au jour près. Aujourd'hui, rien que la météo, elle est pas valide. Alors, parce qu'on va s'embêter pour quelques jours. Alors, Bishlama Revia Rishona, c'est compréhensible qu'on doit connaître le moment des premières pluies, Lishon, parce que c'est pour savoir quand est-ce qu'on doit commencer à demander les pluies. Une seconde. Justement, ça va être on est obligé de connaître la date des premières pluies, c'est important, parce que c'est à partir de la date des premières pluies qu'on va commencer à faire Vetentalumata Livracha. Et d'ailleurs, on voit que Vetentalumata Livracha, on le fait toujours à la même date, c'est dans la nuit du 4 au 5 ou bien du 5 au 6 décembre, qui d'ailleurs va être dans une semaine déjà la prochaine. Donc, on voit que c'est important de savoir quand est-ce que va tomber la première pluie, parce qu'il va falloir commencer à changer la bracha. Chez Site, les Taniot, c'est important aussi de connaître le troisième moment où doivent tomber les pluies, parce que en connaissant cette date, on sait que si la pluie n'est toujours pas tombée, alors il faut commencer à jeûner parce qu'il y a un problème. Donc, c'est important aussi de connaître le moment de la troisième précipitation. Par contre, dis-moi. La première pluie, on a dit qu'elle devait tomber en March-Van, non? Et là, Oui. on demande le 6 décembre, c'est Kislev déjà. Donc en fait, on est même après pour le Pradesh Kislev. Le 6 décembre, on va être en Kislev. Là, on est déjà en Kislev. On a lu la semaine dernière. Donc en fait, on est après la troisième pluie. On est après la troisième précipitation, puisque c'est la troisième, on a dit que ça devait tomber au Pradesh Kislev. Ils vont rhabiller aussi. Ouais. Alors peut-être que c'est s'il n'y a encore rien qui est tombé, on commence à partir de. Je sais pas. Non, c'est vrai que normalement, on doit commencer à changer la bracha à partir du premier jour. Alors là, il y a marqué que Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous avait dit que ça commençait quand Il y avait le 17, non? Tout à l'heure, je ne sais plus, il y avait le 3, le 7. Les premières, le 3 de Marcheshvan. Et le dernier, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yossi il nous dit le 17 de Marcheshvan. Le 17 de Marcheshvan, c'est déjà passé. C'est sûr, parce que là c'est le 6, cette année on change le 6. Le 6 décembre, et le 6 décembre, on est déjà, je crois, je ne sais plus. C'est pas du tout, c'est pas évidemment. Si on parle du calendrier hébreu, alors que 5 et 6 décembre, évidemment, c'est pas le calendrier hébreu. Non, mais c'est vrai qu'on est déjà en Kislev. Ouais, mais c'est vrai que chaque année, ça ne correspond pas. Ça correspond c'est toujours la même date, mais ça ne correspond pas à la même date en hébreu. Ça peut être n'importe quoi, en fait, de 5 ou 6 décembre. C'est vrai ça. Ton anniversaire en hébreu, quand tu es né, c'est pas la même date qu'aujourd'hui. Moi, mon anniversaire, quand je suis né le 16 février 2001, c'était le 23 Shvat. Aujourd'hui, le 23 Shvat, c'est pas le 16 février. Donc, c'est vrai qu'on a un point là. Non, mais simplement, ici, on fait une discussion. Je pense que la conclusion va être effectivement, c'est une autre de ces dates-là. Là, simplement, ils discutent, on discute. Ouais. Alors là, justement, alors on a dit que la halakha, c'est selon Rabbi aussi, mais très certainement qu'après, on a peut-être changé avec une date. C'est vrai que c'est très bizarre de faire ça avec une date roll. Pourquoi dire. En fait, parce que c'est lié. C'est lié au. Là où c'est la roll, effectivement, mais c'est lié à l'année solaire, en fait. Si tu regardes en fait dans ton calendrier, parce que j'ai regardé, je n'ai pas inventé le truc, j'ai regardé avant de préparer avant de venir au cours, j'ai regardé. Si tu regardes en fait l'entrée de Shabbat, etc., ça correspond quasiment à une semaine près. Ça correspond en fait à quand le Shabbat diminue et quand ça. Génial, la fluctuation du Shabbat. Ouais. Génial. C'est-à-dire là, on arrive au plus bas. Au point le plus tôt. Et après, en fait, ça, on augmente de nouveau. Truc. Magnifique. Alors, ils ont fixé par rapport à ça. Alors, Oulaï, que la halakha a été modifiée. Mais ça fait comme ça par rapport à cette date-là. Il y a des lignes. Moi, je ne m'y connais pas beaucoup en halakha, surtout pas dessus. Mais donc, c'est vrai que là, Mistama, la halakha, on dit que c'est comme Rabbi aussi. Donc, on devrait commencer à dire on est un matar au mois de Marcheshvan. Mais bon, là, ils ont donc changé les dates par rapport à ce point culminant de Shabbat.
Et, Ça, je ne l'ai pas. J'ai juste, ouais, mais la j'ai juste remarqué correspondance, ça. ouais, mais la correspondance, elle est quand même. C'est pas Non, mal. mais de toute façon, notre halakha, c'est pas la halakha même qui est marquée Mais qui a été à dans le l'époque. Talmud, hein, en fait, en vérité. Nous, la halakha, c'est le Talmud. Ouais. Mais normalement, c'est tiré du. Alors, toutes les halakhot sont tirées du Talmud. Et quand il y a marqué dans le Talmud la halakha est comme telle personne, normalement, on le garde. Mais là, ce qui est vachement étonnant dans notre halakha, c'est qu'on se fixe par rapport au calendrier grégorien. Et qu'on ne se fixe pas par rapport à truc. Ah oui, j'ai pas. Toto, il nous dit qu'on choisit la date roll en fonction du changement de saison. Et donc, c'est toujours à peu près le 4 ou 5 décembre. Parce que c'est le changement de saison qui tombe le 4 ou 5 décembre. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que normalement, on a le changement de saison marqué dans nos dates hébraïques. Ça correspond même très certainement plus aux dates hébraïques. C'est des saisons, quand tu les saisons solaires, c'est pas lié au. Ça ne peut pas être. C'est ça, mais ouais. Ouais. Et pourquoi tu fixes sur un calendrier lunaire pour prendre les saisons solaires? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des saisons lunaires. Oui, c'est vrai. C'est un truc distinct, le calendrier hébraïque, je crois qu'il y a un truc lunaire et un peu. 305. Je sais plus. Je ne sais pas. On a tombé sur demain, c'est pour ça qu'on a des années méobérètes ou pas, par mois. C'est pour ça que nous, on essaie de se rattraper de temps en temps. Mais enfin, mine de rien, des fluctuations par rapport aux saisons. Les saisons, c'est les saisons du soleil, je pense. C'est vrai que il savait déjà qu'il y avait quand même. Là, ce qu'on dit, c'est pourquoi son année de méobérète, parce que il faut toujours que Pessah soit tombe au printemps. Ouais. Donc, quand on dit au printemps, c'est lié au printemps du soleil. On finit dans 5 minutes, si tu veux. Ouais. Donc, très bonne réflexion de Rabira, si on entend un peu mal dans le zoom, c'est que les saisons, très certainement, donc ça se fixe par rapport au calendrier solaire, et donc à partir de ce moment-là, on peut donner des dates donc, grégoriennes, et comme nous a dit Tonton, le 4 ou 5 décembre, c'est à partir de ce moment-là qu'on a le changement de saison, et c'est pour ça qu'on a déterminé qu'on ferait Vedantano Matani Bracha à cette date-là. On va juste finir rapidement le Hamoud, parce qu'on a un cher ami qui doit malheureusement partir. Et Tonton, il nous rajoute que les saisons, c'est fixé en fonction des solstices. Solstices. Non, pas des solstices. Des solstices, oui. Alors, je vous avoue ne pas m'y connaître énormément dans tout ça, mais... non, c'est 21 décembre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la date de l'hiver en plus. Apparemment, ça devrait être le 21 décembre. C'est le 21 de nous, on a les équinoxes, septembre, le solstice, 21 décembre et 21 juin. À l'époque, c'était beaucoup lié à l'agriculture aussi, donc je pense que le calendrier il correspondait aussi beaucoup au rythme. Des agriculteurs? Oui, très certainement. Juste précisant, ce n'est pas Tonton qui parle, c'est ma cousine. Extraordinaire. Venez juste, on avance un tout petit peu, parce que malheureusement, on va être pressé dans le temps. Et Bezrat Hachem, on rebossera ça pour la semaine prochaine. Donc, on a vu que j'ai perdu mon... Oui, voilà. Alors, on avait dit que c'était important de connaître les premières précipitations, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va changer à bracha. Les dernières précipitations, parce que c'est à partir de ce moment-là, si on n'a toujours pas eu de pluie, alors il y a un problème, il va falloir prier. Mais celle du milieu, on s'en fiche de connaître la date. On en a besoin pour ceux qui font des vœux d'État, d'Itnan, comme on voit dans le traité Nedarim, qu'on va bientôt faire cette page au Dafayomi. Celui qui fait vœu de ne pas jouir de quelque chose jusqu'à ce que les pluies soient arrivées, c'est ou bien qui dit jusqu'à ce que surviennent les pluies. Il n'a pas le droit de se servir d'un objet jusqu'à ce que les secondes précipitations soient arrivées. Extraordinaire. Comme justement, dans quelqu'un qui fait un vœu en disant « je ne vais pas jouir de telle chose jusqu'à ce que les pluies soient tombées ». Alors, on dit jusqu'à ce quand est-ce qu'il ne pourra pas jouir? Jusqu'à ce que les pluies, c'est-à-dire qu'au moins la première
vague de pluie et la deuxième vague de pluie soient tombées. Donc, c'est pour ça que tu as besoin de connaître quand est-ce que tombe la deuxième vague de pluie, parce que c'est à partir de ce moment-là que tu pourras justement arrêter ou commencer un vœu, ça dépend quel sera le vœu. Donc, c'est pour savoir quand est-ce que tu vas commencer ou arrêter un vœu. À Zakubor, les amis.